Bienvenue dans ce film numéro 2 sur le cours G3, l'expression du génome et son contrôle. Pour rappel, nous avons vu dans la partie 1 que l'expression génétique d'une cellule eucaryote qui se situe au niveau de la chromatine était exprimée pour aboutir au phénotype de la cellule. Alors cette expression se faisait en plusieurs étapes. La première, c'était une étape de transcription, puis une maturation des ARN, la sortie des ARN, qui pouvaient être plus ou moins stables. Ils étaient ensuite traduits et les polypeptides obtenus pouvaient être maturés, adressés au bon endroit, stables ou pas stables, et ensuite les protéines qui étaient adressées au bon endroit, une fois qu'elles étaient actives, elles pouvaient donc entraîner le phénotype de la cellule. Donc tout ça, c'était les modalités de l'expression génétique dans la partie 1. Ce qui nous intéresse dans ce film-là, c'est comment tout ceci est contrôlé. Alors ça, c'est une question très importante, on l'avait abordé dans l'introduction précédente. Effectivement, l'expression du génome peut être contrôlée au cours du temps et dans l'espace. Au cours du temps, l'exemple qu'on avait pris, c'est une bactérie Escherichia coli qui, en absence de lactose, n'exprime pas le gène LACZ, mais en présence de lactose, elle exprime le gène LACZ. Donc il y a un contrôle au cours du temps selon l'environnement, ici la présence de lactose. Autre exemple, dans un organisme pluricellulaire, donc dans l'espace, on a donc des cellules qui ont exactement le même génome, par contre elles ne l'expriment pas de la même façon. Par exemple, les neurones vont exprimer certains gènes qui permettent justement de faire le phénotype neurone, alors que d'autres cellules de l'épiderme, par exemple, à cet endroit-là, vont exprimer d'autres gènes, par exemple la kératine ici, qui vont être à l'origine du phénotype différencié cellules de l'épiderme. Allons-y donc pour ce grand 2, l'expression du génome, son contrôle. Alors, le plan, ça va être quoi? Voir cette figure d'introduction. En fait, on va voir les différents contrôles possibles. Et le contrôle majeur, ce sera l'objet de la première partie, le grand A. Le contrôle majeur va être fait au niveau de la transcription. Ensuite, le B, ce sera les contrôles donc non majeurs, mais qui peuvent avoir lieu quand même. Il y a plein de cas, on verra ça. Des contrôles qui peuvent se faire donc à différents niveaux, tout au long des flèches qui sont représentées ici. Alors attention, le dernier contrôle qui est l'activation ou l'inactivation de la protéine, par phosphorylation ou par CA2+, par exemple, ça c'est un contrôle qui sera vu dans le cours B8 et qui a été déjà abordé dans le cours B2. Là, cette portion-là, ici, je ne vais pas en parler dans ce cours G3. Commençons par le grand A, le contrôle majeur, le contrôle au niveau de la transcription. L'idée générale est que le contrôle de la transcription fait intervenir des protéines qu'on appelle les facteurs de transcription. C'est les protéines qui sont en vert ici. On avait vu dans la première partie que pour qu'il y ait transcription, il fallait qu'il y ait des TF2 qui se fixent au promoteur et qui recrutent l'ARN polymérase. En réalité, ces TF2, qu'on avait appelés les facteurs généraux de transcription, sont incapables de se fixer tout seuls. Il leur faut de l'aide en fait. Et les protéines qui vont aider ou voire empêcher la fixation de ces TF2 sur le promoteur, c'est ce qu'on appelle les facteurs de transcription. On dit aussi facteurs de transcription spécifiques, on rajoute un S pour les différencier des TF2 qu'on avait vu dans le grand 1. Alors, les facteurs de transcription spécifiques ont une organisation générale commune que l'on voit ici. Premièrement, ils ont un domaine, ici, qui est capable de reconnaître spécifiquement l'ADN, une boîte typique qu'on appelle la boîte de liaison aux facteurs de transcription. Ils ont un deuxième domaine, qui est représenté ici, qui est un domaine d'interaction avec des protéines qui vont permettre de modifier la transcription. Par exemple, des protéines de cette couleur-là qui vont faciliter le positionnement des TF2 ou empêcher le positionnement des TF2, comme on le verra dans le mode d'action qui va arriver. Très souvent, les facteurs de transcription ont aussi un autre domaine, qui est un domaine d'interaction avec un ligand, ce qui va permettre de contrôler leur activité. Par exemple, les facteurs de transcription récepteurs à la testostérone sont capables de se lier à la testostérone. Ils vont changer de forme et en changeant de forme, ils vont pouvoir par exemple reconnaître leur boîte de liaison sur l'ADN et du coup faire leur action. Alors si je regarde les différents domaines, notamment celui-ci de boîte de liaison aux facteurs de transcription, le mécanisme, c'est une liaison spécifique, c'est exactement ce qu'on avait vu à l'époque du cours B2 de biochimie. Donc pour rappel, rapidement, les facteurs de transcription, via souvent des hélices avec des chaînes latérales sortantes, sont capables de reconnaître des bases. Par exemple, ici, on a un exemple, quand on fait une coupe au niveau de l'hélice de l'ADN, au niveau du grand sillon qui est ici, là c'est le petit sillon, au niveau du grand sillon, là j'ai un acide aminé, l'asparagine, donc qui sort d'une hélice du facteur de transcription qui est ici à gauche. Cet acide aminé est, dans cet exemple, capable de reconnaître un A. Et du coup, s'il y a un A, il va pouvoir se lier. Et puis lui, il va lier un autre, lui, il va lier un autre, et du coup, il y a toute une séquence particulière qui va pouvoir être reconnue par ce facteur de transcription, et pas une autre séquence.
Quand on étudie les différents facteurs de transcription, on se rend compte qu'on peut les classer en différentes familles en fait. Parce qu'effectivement, les facteurs de transcription, au niveau de la zone qui reconnaît la boîte, au niveau de la séquence, de la zone qui reconnaît la séquence d'ADN, eh ben, il y a différents types de possibilités. Il y a certains facteurs de transcription, par exemple, qui reconnaissent via une hélice, un petit tour et une autre hélice. Il y a une autre famille qui reconnaît via deux hélices avec une grande boucle entre les deux. Il y en a qui reconnaissent donc avec une hélice avec plein de leucines et d'autres qui ont un domaine différent qui est capable, on appelle ça un doigt de zinc, qui est capable de lier un atome de zinc. Donc les différents facteurs de transcription sont classés en fait selon leur domaine de liaison à l'ADN. On avait vu donc, en plus de ce domaine de liaison à l'ADN, il y a un domaine d'interaction avec des protéines qui vont favoriser ou inhiber la transcription. Ben, on le voit ici, par exemple, ce facteur de transcription, il est capable d'interagir avec plein de molécules qui vont aider, dans cet exemple-là, pris au hasard, le positionnement des TF2 et donc le recrutement de l'ARN polymérase. Ça, c'est un facteur de transcription activateur. Et on avait vu un troisième type de domaine, c'était optionnel, mais certains ont un domaine d'interaction avec un ligand. Exemple, les récepteurs aux hormones stéroïdes. Moi, j'ai pris l'exemple du récepteur à la testostérone, qui est un facteur de transcription. Ben, vous avez vu là, quand il reconnaît la testostérone, il change de forme. Et maintenant, il peut reconnaître sa boîte et faire son action. Petite remarque pour finir, cette présentation générale sur les facteurs de transcription. Alors, c'est ici, en fait, les facteurs de transcription, ils sont capables de reconnaître une séquence particulière sur l'ADN. Par exemple, le facteur de transcription qui s'appelle NANOG, il peut bien reconnaître TAA, TT, GC. On présente souvent qu'un seul brin plutôt que de représenter les deux par simplicité. Et en fait, l'idée, dans cette représentation en logo, c'est qu'il est aussi capable de reconnaître, avec moins de force, d'autres séquences. Par exemple, il peut aussi reconnaître la séquence CAA, GG, GG par exemple. Donc ça nous montre les différentes séquences avec la taille des nucléotides qui représentent la force de la reconnaissance en fait. Et la deuxième remarque, c'est que les facteurs de transcription, souvent, ils agissent sous forme de dimères, par deux en fait. On l'avait vu d'ailleurs sur le schéma précédent. Par exemple, Nanog, il peut se fixer à deux sous forme de dimère, donc un qui reconnaît la séquence, un qui reconnaît la même séquence ici, et il va faire son action comme ceci. Et il est aussi possible de faire des hétérodimères. Là, on le voit. Là, j'ai un facteur de transcription vert et un facteur de transcription bleu qui se lient ensemble, chacun liant sa séquence particulière. Alors, maintenant, ça va être plus intéressant, c'est comment fonctionnent concrètement les facteurs de transcription. Comment ils font concrètement pour activer ou inhiber la transcription des gènes cibles. Alors, on va distinguer deux modes d'action. Le premier mode d'action, c'est ce qui est marqué ici, c'est que les facteurs de transcription, ils peuvent agir sur la compaction de l'ADN. Ça veut dire qu'ils peuvent compacter l'ADN, ce qui va finalement empêcher l'accès des TF2 et donc la transcription, ou ils peuvent au contraire aboutir à la décompaction de l'ADN, auquel cas les TF2, ce sera facile pour eux d'atteindre le promoteur et donc de se fixer et donc d'entraîner l'activation de la transcription. Alors, prenons le cas des facteurs de transcription activateurs qui jouent sur la compaction. Alors, eux, comment ils font? En fait, ils vont attirer des protéines qui vont décompacter l'ADN. Par exemple, des CRC de décompaction. Ça, c'est un bon exemple. Ils peuvent agir indirectement. Ils peuvent lier des protéines qui elles-mêmes lient des protéines qui vont, elles, entraîner la décompaction de l'ADN. Exemple, là on le voit sous ce schéma, en état, ce facteur de transcription en se fixant peut attirer en fait un CRC de décompaction, et le CRC de décompaction, lui il est capable, c'est une molécule qui est capable de dérouler en fait la fibre de 30 nanomètres et aussi de relâcher le lien nucléosome entre les histones et l'ADN, et du coup maintenant, par exemple là, j'ai un promoteur et une boîte data qui est accessible par les TF2. Autre exemple, les facteurs de transcription activateurs peuvent attirer des enzymes comme les histones acétylases qui vont mettre plein d'acétyl sur les histones. Sachant qu'on avait vu dans le cours G1 que les histones, une fois qu'elles sont acétylées, peuvent attirer elles-mêmes des CRC de décompaction. Donc à la fin, finalement, on a la même idée, quoi. Il y en a d'autres qui vont recruter des enzymes qui enlèvent les histones, ce qui rend aussi accessible la boîte data. Et on en a d'autres qui vont aussi recruter des enzymes qui changent les histones. Là, les histones ont été changées. Et maintenant qu'il y a ces nouvelles histones, l'ADN, en fait, il est bien lié, bien plus lâchement à la structure du cœur d'histone. Et du coup, la boîte data, elle est plus accessible. Donc ça, ce sont des mécanismes d'action de protéines de décompaction. Les facteurs de transcription inhibiteurs, eux, ils vont faire tout l'inverse. Ils vont aboutir à la compaction de l'ADN. Alors, ils peuvent, pareil, agir directement, en recrutant directement des protéines qui vont compacter directement l'ADN, ou bien par des intermédiaires,
qu'on va appeler cette fois-ci des corépresseurs par rapport à tout à l'heure, qui vont entraîner la compaction de l'ADN. Exemple, ce facteur de transcription inhibiteur, lui, il recrute des CRC qui vont tout compacter l'ensemble. Et du coup, la boîte Tata n'est plus accessible, et du coup, les TF2 ne peuvent plus se fixer. La transcription du gène associé est inhibée. Ou indirectement, lui, le facteur de transcription inhibiteur, il peut attirer des histones des acétylases ou des méthyltransférases qui vont mettre des méthyls sur les histones. Et les méthyls sur les histones, d'après le cours G1, ça peut attirer des protéines qui vont compacter l'ensemble. On a à la fin le même résultat. Petit rappel du coup en lien avec le cours G1, là ce dont je parle c'est en rapport avec ce tableau-là. Le code des histones, des méthyls qui peuvent être mis, des acétyles à certains endroits, et en général, parce que c'est bien plus compliqué, quand on met des acétyles, ça entraîne un relâchement, et quand on enlève les acétyles ou qu'on met des méthyls, ça entraîne plutôt une compaction, c'est ce que moi j'ai utilisé juste à l'instant. Donc, premier mécanisme d'action des facteurs de transcription, c'est jouer sur la compaction de l'ADN. Deuxième mécanisme d'action des facteurs de transcription, ça va être de faciliter ou d'empêcher, une fois que l'ADN est déroulé, le positionnement des TF2 sur les promoteurs décompactés. Alors là, on aura nos deux cas. Première possibilité, les facteurs de transcription activateurs peuvent aider au positionnement des TF2, c'est ce qu'on voit ici, directement ou indirectement par des coactivateurs. Ceux qui sont inhibiteurs, eux, ils vont empêcher stériquement ou par plein de méthodes, le positionnement des TF2 sur la boîte Tata. Alors on peut voir quelques exemples si on en a envie. Par exemple, ce facteur de transcription rouge qui est un facteur inhibiteur peut empêcher l'arrivée d'un facteur activateur et donc empêcher l'activateur d'activer la transcription. Il y en a d'autres qui agissent de la façon suivante, ils peuvent se fixer et empêcher le domaine qui est représenté ici du facteur activateur, empêcher son interaction avec les coactivateurs et les TF2 et donc la même chose, empêcher l'activation de la transcription par ce facteur vert. Et il y en a d'autres qui interagissent directement sur l'assemblage des TF2 en empêchant l'assemblage des TF2 et donc l'initiation de la transcription. En bilan, on peut regarder ce schéma qui est ici, qui nous dit que la transcription des gènes est donc contrôlée par des facteurs de transcription, ici représentés par la protéine bleue, qui sont capables de se fixer sur l'ADN à des positions particulières. Ils reconnaissent des séquences cibles et ils vont ensuite activer ou inhiber, selon s'ils sont activateurs ou inhibiteurs, l'initiation de la transcription. Dans cet exemple-là, les facteurs de transcription activateurs vont activer la transcription et ça se fait selon deux mécanismes. Premier mécanisme, ils vont aider à la décompaction de la zone de l'ADN à cet endroit-là. Et une fois que c'est décompacté, ils vont aider au positionnement des TF2. Et souvent, ceci fait intervenir de nombreux intermédiaires, comme représenté ici avec les différentes molécules de couleur. Alors ce qu'on vient de voir à l'instant, c'est en fait une vue très simplifiée, puisqu'on a vu, nous, juste un contrôle d'un gène par un seul facteur de transcription. Et en réalité, un même gène, il est contrôlé par de nombreux facteurs de transcription, ce qui complexifie l'ensemble. Alors, les facteurs de transcription, prenons par exemple le gène qui est ici avec sa boîte Tata et son plus 1, et là donc ce qui est transcrit, les facteurs de transcription, il y en a donc plusieurs, ils peuvent se fixer à différents endroits. Nous, on les a vus se fixer juste devant comme ça. Donc ça, c'est quand ils se fixent sur ce qu'on appelle des boîtes de contrôle proximales. On peut d'ailleurs, selon les définitions, inclure ces boîtes dans un promoteur au sens large. Mais il faut comprendre qu'il y a d'autres boîtes qui peuvent être des fois très loin, et même des boîtes qui peuvent être des fois en aval du plus 1. Ces boîtes de contrôle, on appelle ça des boîtes de contrôle distales. Alors les boîtes loin, par exemple elle, qui est reconnue par un facteur qui va activer, on va appeler ça une boîte enhancer. Par contre, si ce qui est reconnu, c'est par un facteur inhibiteur, on va appeler ça une boîte silencer. Et donc là, j'ai plein de facteurs de transcription qui peuvent se fixer à plein d'endroits et l'ensemble des signaux vont être intégrés pour qu'il y ait finalement une transcription à un certain taux. Alors si je regarde un exemple concret, donc c'est très bien, c'est pour information, mais ça nous montre un petit peu l'idée. Par exemple, comment est contrôlée l'expression du gène de la bêta-globine. Là, j'ai le gène de la bêta-globine, j'ai son promoteur ici proximal, avec plein de boîtes qui sont reconnues par plein de facteurs de transcription, représentés ici par des légumes. Des fois, il y en a qui sont même compétitifs, il y en a qui activent, il y en a qui inhibent. Et à d'autres endroits, par exemple là, j'ai plein de boîtes enhancer ou silencer qui sont aussi reconnues par des facteurs de transcription et qui peuvent influencer à la fin tout ce qui se passe à cet endroit-là, à savoir le recrutement des TF2. Au passage, petite remarque, on a défini dans le cours G1 un gène comme étant une séquence nucléotidique indispensable à la fabrication d'un ARN, à savoir son promoteur et la séquence qui est transcrite.
Au sens large, il y en a qui définissent un gène en incluant, en mettant dans le gène du coup les boîtes de contrôle distales. Dans ce cas, le gène a une structure donc bien plus complexe et même discontinue, puisque du coup c'est ça le gène, plus les petites boîtes associées ici assurées. Bon, vous l'avez compris, les facteurs de transcription donc, peuvent activer ou inhiber la transcription d'un gène. Et ce qui est encore plus compliqué, c'est que certains facteurs de transcription, selon leur environnement, peuvent être inhibiteurs ou activateurs. Donc ça, c'est pas évident. Par exemple, lui, qui est ici, eh ben lui, quand il s'associe au bleu, il va activer la transcription. Par contre, lui, quand il s'associe au vert, eh ben il va inhiber la transcription. Hein, ce qui rajoute un petit peu de complexité à ce qu'on a pu raconter. Bon, finalement, si on devait résumer, hein, on a compris que plein de facteurs de transcription ensemble hein, envoient des signaux et vont contrôler donc finalement la probabilité d'initiation de la transcription au niveau de la boîte data. Les différents signaux donc issus des différents facteurs de transcription sont intégrés, c'est comme ça qu'on dit, hein, au niveau du promoteur. Hein, et c'est ce qui fait que la polymérase peut se fixer plus ou moins avec une haute ou faible probabilité. On vient donc de voir que les facteurs de transcription sont à l'origine de la transcription de tel ou tel gène dans une cellule. Et ainsi, en contrôlant le transcriptome, l'ensemble des ARN présents dans la cellule, les facteurs de transcription vont être à l'origine de ce qu'on appelle la différenciation cellulaire. Donc ça, c'est très important comme concept. Alors effectivement, selon, par exemple, je vais prendre ici une cellule de foie, donc la cellule de foie, elle va exprimer certains gènes, par exemple, le gène de l'albumine va être exprimé. Par contre, le gène de la cristalline ne sera pas exprimé. Par contre, dans les cellules du cristallin, le gène de la cristalline sera exprimé, mais pas le gène de l'albumine. Et ça, donc, c'est à l'origine de l'état différencié de chacune de ces cellules, par exemple ici. Et donc, pourquoi c'est comme ça On le voit parce qu'en fait, le gène de l'albumine, il est sous la dépendance de différentes boîtes, représentées ici par des couleurs, qui sont reconnues par des facteurs de transcription. Et il se trouve que dans le foie, il y a les facteurs de transcription capables de reconnaître, dans cet exemple, les boîtes en answer, et donc de recruter à terme l'ARN polymérase qui pourra transcrire ce gène. Par contre, les facteurs de transcription jaune et rouge ne sont pas présents dans la cellule de cristallin. Et dans ce cas, le gène de l'albumine n'est pas activé. Et vice-versa, les facteurs de transcription gris, rose et orange, ensemble, peuvent recruter toute la machinerie qui aboutit à la transcription du gène de la cristalline. Et ces facteurs, on les voit ici, ne sont présents que dans la cellule du cristallin et pas dans la cellule hépatique. Donc on voit ici, on est en lien avec la différenciation cellulaire, donc le rôle de ces facteurs de transcription. Alors après, bien sûr, il y a une autre question qui est posée, c'est pourquoi dans la cellule hépatique, il y a les facteurs de transcription jaune et rouge, et pas ici. Donc après, il faut aller voir ce qui se passe en amont. Ça, c'est l'objectif du cours de BCPST2 sur le développement embryonnaire. Donc moi, là, je vais juste vous donner un exemple. Par exemple, dans la cellule musculaire striée squelettique, qui est différenciée, ça veut dire que cette cellule, elle exprime des protéines qui font le phénotype. Par exemple, elle, on n'a qu'à dire que c'est l'actine du muscle strié squelettique, elle, que c'est la glycogène phosphorylase, elle, que c'est une sous-unité du récepteur nicotinique à l'acétylcholine. Enfin bref, toutes les protéines qui font la structure de la cellule musculaire striée squelettique, qui font son état différencié, tous ces gènes qui sont ici en bleu sont activés par des facteurs de transcription qui sont spécifiques à cette cellule musculaire striée squelettique. Ce sont eux les facteurs de transcription. Et pourquoi ils sont là Parce que, effectivement, eux-mêmes, leur activation, leur transcription, elle est activée par un facteur de transcription maître, régulateur ou architecte, on dit, qui en l'occurrence est ici le facteur de transcription myodé, voir l'année prochaine encore une fois. Et donc ce gène-là, une fois qu'il est activé, en fait, il y a toute cette cascade de transcription qui aboutit à la fin à la formation d'une cellule musculaire striée squelettique. Donc dans les cellules différenciées, en fait, certains gènes sont exprimés, d'autres ne sont pas exprimés, et on constate d'ailleurs que les gènes qui ne sont pas exprimés, qui sont éteints dans une cellule différenciée X, très souvent, ils sont regroupés sous forme d'hétérochromatine. On parle d'hétérochromatine facultative, parce que justement, ça va dépendre du type cellulaire. Alors, comment se fait cette hétérochromatisation En fait, elle peut se faire de deux façons. La première façon, qu'on a déjà abordée, c'est par méthylation des histones. Effectivement, quand les histones sont méthylées par des méthyltransférases, les méthyles vont attirer en fait des protéines de compaction qui vont aboutir à la compaction de l'ensemble. Ça, c'est un des mécanismes pour faire de l'hétérochromatine. Il y a un deuxième mécanisme nouveau, c'est la méthylation toujours, mais cette fois de l'ADN. C'est autre chose. Les C sur l'ADN, les cytosines, peuvent être méthylés. Là, on a la réaction. Et en fait, quand ils sont méthylés, ces C, ces méthyles de l'ADN vont eux-mêmes attirer donc des protéines qui vont aboutir à la compaction de l'ensemble. Donc, dans les deux cas,
méthylation des histones ou de l'ADN, et ben, ceci peut aboutir à la formation d'hétérochromatine et donc à éteindre une partie significative spatialement du génome en fait. Alors, petite question que l'on peut se poser pour finir, une question cruciale, c'est comment les cellules elles font pour maintenir leur état différencié. Par exemple, une cellule de foie qui va se diviser va donner deux cellules de foie. Ça veut dire avec un pattern d'hétérochromatine particulier, avec des gènes qui s'expriment ou qui ne s'expriment pas. Et comment ça c'est possible, sachant que lors de la mitose, tout est recompacté bien correctement, il n'y a aucune expression, et lors de la phase de G1, ben là, hop, la chromatine se redécondense, certaines portions restent condensées, certains gènes s'expriment, d'autres non, et comment ça c'est transmis de génération en génération. Alors les mécanismes, ben, ce sont les suivants, il y en a deux. Le premier mécanisme de ce maintien de la mémoire cellulaire est un mécanisme de transmission de l'état de la chromatine. On va parler de transmission épigénétique, ça veut dire qu'il ne va pas affecter la séquence de nucléotidique, mais plutôt le code histone et les méthylations de l'ADN. Alors voyons voir ceci. Imaginons que cette portion-là, ce soit des histones qui sont acétylés et donc ce soit une portion qui soit décondensée, quand on est en phase G1 ou G2. Lors de la phase S, en fait, il va y avoir réplication pour faire deux molécules d'ADN qui sont rouges. Les histones acétylées vont être réparties de moitié, 50% en gros statistiquement. Et donc les nouvelles histones qui s'incorporent ne sont pas du tout acétylées. Et donc si on fait ça au cours des divisions cellulaires, au bout d'un moment, le code histone va se diluer et il n'y en aura plus. En fait, ce qui va se passer, c'est qu'il y a des protéines de lecture du code qu'on avait vu dans G1 qui sont capables de lire les acétyles et une fois que ça lit les acétyles, elles-mêmes d'écrire le code acétyl, donc de mettre des acétyles. Ce sont des histones acétylases attirées par des acétyles qui mettent des acétyles. Et ça permet de réacétyler l'ensemble, et donc ça permet à la fin d'avoir finalement les mêmes marqueurs qui sont ici en bleu sur la molécule d'origine et sur les molécules de chromatine, c'est pas trop des molécules dans cet ensemble histone et ADN FIS. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une transmission épigénétique. Les C-méthylés, c'est pareil. Les C qui sont méthylés, en fait, ils sont méthylés pas n'importe comment. Ils sont méthylés où il y a des CG, en fait. Ils sont méthylés des deux côtés. CG en face, CG. Donc les méthyltransférases qui font ça, elles mettent ça. Une fois que l'ADN il est répliqué, donc il y a un petit brin de réplication semi-conservative qui va aller là-haut. Les nouveaux qui sont faits, les C ne sont pas du tout méthylés. Et si on fait ça plusieurs fois, au bout d'un moment, les méthyls se perdent. Mais en fait, il y a des enzymes, des méthylases de maintenance, qui sont capables de reconnaître les CG méthylés sur un des deux et de mettre un méthyle sur le C qui n'en avait pas, le nouveau quoi. Et donc là, j'obtiens à la fin deux molécules qui ont les mêmes marqueurs, des méthyles ici, que la molécule initiale. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une transmission épigénétique et donc ça permet le maintien de la mémoire cellulaire. À ce stade, puisque l'on parle d'épigénétique depuis tout à l'heure, je peux en profiter pour définir ce que c'est que l'épigénétique. Donc l'épigénétique, vous avez compris, c'est la branche de la biologie qui va étudier les modifications de la chromatine d'une cellule. Alors concrètement, le code histone, concrètement les méthylations de l'ADN, ces modifications qui sont à l'origine de différents profils d'expression des gènes et qui ne résultent pas du coup de modifications de la séquence de l'ADN. Dans ce cas, c'est de la génétique. Et en plus, ces modifications se transmettent à la descendance, ce qui est fondamental puisque ça contribue à la mémoire, à l'identité des cellules comme on vient de le voir. Alors il y a un deuxième mécanisme dans le maintien de la mémoire cellulaire, c'est ce qu'on appelle la boucle de rétrocontrôle positif. Par exemple, dans notre cellule musculaire de tout à l'heure qui exprime myodé, quand elle va se diviser, cette cellule, les cellules filles vont aussi exprimer myodé. Alors comment c'est possible ça? Parce qu'en fait, le gène myodé, il code un facteur de transcription qui va activer plein de gènes, mais aussi ce gène myodé en question. C'est ce qu'on appelle une boucle de rétrocontrôle positif. Du coup, cette cellule, quand elle se divise, certains myodés, c'est représenté par A ici. Ces molécules vont être transmises lors de la division, lors de la cytodiérèse. Tout ça est compacté, il n'y a plus d'expression, et quand G1 revient, la molécule va pouvoir activer la transcription de son propre gène, ce qui va pouvoir permettre de faire ce facteur de transcription maître, et donc que ces cellules, elles soient de même nature, de même état différencié à terme que la cellule initiale. On a donc vu le contrôle majeur qui se fait sur l'initiation de la transcription. Maintenant, nous allons voir qu'il y a d'autres contrôles qui sont possibles. Alors, ces contrôles, ils vont se faire après l'initiation de la transcription. Alors, il y en a plusieurs. Le premier, qui est aussi finalement de plus en plus important au fur et à mesure des connaissances, c'est le contrôle par les ARN interférents, les ARNI. On va voir qu'ils exercent un contrôle majeur sur la transcription, sur la stabilité et sur la traduction des ARN messagers. Alors, un ARNI, petit rappel, c'est un ARN double brin qui fait 20 nucléotides en gros. Il vient, cet ARNI, d'un ARN précurseur, qui est un gros ARN qui s'était replié sur lui-même, qui a été coupé en plusieurs morceaux
qui ont abouti aux ARNI. Alors, les pré-ARNI, du coup, eux, ils viennent eux-mêmes, alors, soit d'un gène, vraiment, il y a des gènes d'ARNI comme il y a des gènes d'ARN de transfert, c'est 70% de nos ARNI à nous, à peu près, chez l'homme, et puis il y en a bien 30% qui viennent d'autres choses, par exemple, qui viennent d'introns, qui sont épicés. Les gènes codants des ARNI, chez l'homme, il y en a à peu près 1000, on estime. Alors qu'est-ce qu'ils deviennent ces ARNI comme ça? Dans la cellule, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont être déshybridés et ils vont être associés à des protéines. Une fois déshybridés, donc, on a un ARNI simple brun qu'on appelle l'ARN guide. Il s'associe à des protéines, donc soit ici la bleue, soit ici la verte. Et ensuite, il va se passer plusieurs choses. Alors quand ça s'associe avec ce type de protéine-là, eh ben, l'ensemble va venir hybrider dans le cytosol des ARN messagers qui sont de séquences complémentaires. Et la conséquence de ça, ça va être quoi? Ça va entraîner en fait la dégradation de l'ARN messager. C'est ce qu'on voit ici. Ou bien, parce qu'il y a deux mécanismes, ça peut pas entraîner la dégradation, mais ça peut entraîner la non-reconnaissance en fait par les ribosomes et du coup l'inhibition de la traduction. C'est ce qu'on voit ici au milieu. Donc dans les deux cas, vous avez compris que l'ARNI, eh ben, il va venir finalement, il va empêcher l'expression d'ARN messager de séquences complémentaires. Autre possibilité, découverte plus récente, ça peut s'associer à ces protéines vertes ici, et ça va se passer dans le noyau, c'est que là, ça va scanner les ARN prémessagers du noyau, et quand ça va rencontrer un ARN prémessager qui est complémentaire, comme ici, et ben ça, donc au niveau d'un ARN qui est en train de sortir d'une ARN qui est en train de polymériser, et ben ça va entraîner l'activation, le recrutement de plein de protéines qui vont compacter l'ensemble, et donc ça va aboutir à une méthylation des histonées de l'ADN qui font que le gène finalement va arrêter d'être transcrit par les mécanismes de tout à l'heure. Donc ici, ça inhibe la transcription des ARN messagers cibles. Quoi qu'il arrive, quel que soit le mécanisme, les ARNI, finalement, leur conséquence, c'est qu'ils vont inhiber l'expression génétique des gènes qui ont un petit morceau complémentaire de ces ARNI en question. Au passage, ceci ça a permis d'aboutir à des techniques qu'on utilise très fréquemment en recherche, qu'on appelle l'interférence à l'ARN, à savoir des techniques qui utilisent des ARNI pour aller inhiber, pour aller empêcher l'expression d'un gène X dans une cellule. Je vous envoie ici à la vidéo correspondante à l'interférence à l'ARN. Petite remarque pour finir sur ces ARN-là, plus récemment, on a mis en évidence des ARN non codants, comme les ARNI en fait, mais qui vont agir directement en s'hybridant à de l'ADN. Donc c'est assez particulier. Et on a un très bon exemple en lien avec l'année prochaine dans le contrôle de la floraison. Alors ce qui se passe, vous verrez l'année prochaine, c'est que la floraison elle est contrôlée par plein de facteurs, notamment la photopériode et notamment le froid. Alors qu'est-ce qui se passe quand il n'y a pas eu le passage au froid, quand il n'y a pas eu le passage de l'hiver en fait? Ce qu'on constate, c'est que les gènes qui sont ici, qui sont responsables de la floraison, en fait ces gènes codent des protéines qui vont entraîner la floraison, ces gènes ne s'expriment pas. En fait, ils sont inhibés par une protéine qui s'appelle FLC. Cette protéine, elle est elle-même issue de la transcription d'un gène qui est transcrit parce que accessible au TF2, quoi. Quand le froid a eu lieu, il y a eu l'hiver en fait, on se rend compte qu'il y a des ARN non codants qui sont fabriqués et que ces ARN vont aller s'hybrider parce qu'ils sont complémentaires à une petite portion de ce gène, ce qui va, je ne détaille pas les mécanismes, attirer donc plein de protéines qui vont finalement resserrer la chromatine, la compacter en fait, et du coup maintenant ce gène il ne peut plus être transcrit quoi. Et du coup FLC n'est plus présent dans la cellule, du coup il ne peut plus inhiber ces gènes, du coup ces gènes entre guillemets se réveillent, les protéines sont synthétisées et elles vont pouvoir activer la floraison. Ça, c'est responsable de la floraison de nombreuses plantes au printemps. D'autres contrôles peuvent avoir lieu après la transcription, en plus de ce qu'on a vu avec les ARN interférents. C'est notamment le cas au niveau de la maturation post-transcriptionnelle. On a vu dans le grand 1 qu'effectivement l'épissage pouvait être contrôlé. C'est ce qu'on appelle l'épissage alternatif ou l'épissage différentiel. Et ça permettait donc que différentes cellules d'un même organisme, à partir d'un même gène, fassent des ARN messagers différents. On avait vu avec l'exemple de la fibronectine. En plus de ça, le taux de traduction aussi il peut être contrôlé. Alors le taux de traduction, il peut être contrôlé d'une façon générale, en concernant toutes les protéines de la cellule. Ça se fait par inhibition ou activation des facteurs d'initiation ou des facteurs d'élongation. Un bon exemple concret, c'est dans l'ovocyte humain. Avant que le spermatozoïde rentre, l'ovocyte est à l'arrêt. Il a plein d'ARN messagers, mais ils ne sont pas traduits. Et lorsque le spermatozoïde rentre, s'entraîne le réveil de l'ovocyte, et du coup l'activation des facteurs d'initiation et facteurs d'élongation de la traduction, et du coup l'activation de la traduction, mais en général. Sinon, la traduction, elle peut aussi être contrôlée, mais d'une façon ciblée. Ça veut dire en ciblant une protéine particulière. Alors ça, on l'a déjà vu avec l'ARNI,
puisque c'était un ciblage, c'était une inhibition donc d'un ARN messager particulier. Et là, on peut le voir ici, c'est un très bon exemple avec l'exemple de la protéine qui s'appelle ferritine. La protéine ferritine, donc c'est une protéine qui fixe le fer, et on voit que son ARN messager qui est représenté ici, eh ben, il est, quand il n'y a pas de fer, lié à une protéine, en fait, qui l'empêche d'être traduite. Ça, c'est au niveau de la région non traduite 5' UTR. En fait, le ribosome ne peut pas venir se fixer et l'ARN ne peut pas être traduit. Et en présence de fer, eh ben, effectivement, cette protéine va se détacher et du coup, là, le ribosome n'est plus gêné par cette protéine qui est jaune ici et du coup, la traduction peut avoir lieu. Donc ça, c'est un très bon exemple et en plus, ça nous donne un bon exemple de rôle pour le 5' UTR, région en 5' qui n'est non codante. Autre niveau de contrôle possible, c'est au niveau de la stabilité des ARN messagers et des protéines. Alors, exemple concret, au niveau de la stabilité des ARN messagers, là je vais prendre le même exemple, la même cellule que tout à l'heure, mais cette fois-ci je vais m'intéresser au récepteur de la transférine. Alors, le récepteur de la transférine, il permet de faire entrer le fer dans la cellule, et on se rend compte que, en fait, l'ARN messager qui code ce récepteur bleu, sa stabilité est contrôlée par le fer, justement. Alors quand il n'y a pas de fer, ce qu'on constate, c'est que cet ARN messager, en 3' UTR cette fois-ci, il a la même zone que tout à l'heure, partiellement bicaténaire, il est reconnu par une protéine, et ça masque en fait une séquence qui est à cet endroit-là, qui est normalement reconnue par des RNases. Ça signifie que là, l'ARN messager, ben, il est stable ici. Et du coup, il est traduit. Et du coup, quand il n'y a pas de fer, effectivement, ce récepteur-là, il s'exprime. Par contre, quand il y a du fer, eh ben, ce qu'on constate, c'est que, comme tout à l'heure, la conitase ici va se détacher, et du coup, ce 3' UTR qui est maintenant libre est accessible aux RNases qui vont venir couper l'ARN et le dégrader. Donc là, c'est un exemple de contrôle sur la stabilité. Ça permet qu'il y ait beaucoup ou pas beaucoup d'ARN messager dans la cellule, indépendamment du contrôle au niveau de la transcription, qui était notre grosse partie du grand 2. On a vu la stabilité des ARN messagers, il faut savoir que la stabilité des protéines aussi elle est contrôlée, d'une façon ciblée, comme on l'a vu avec l'ARN messager de la molécule B précédente. Effectivement, les protéines peuvent être marquées par ce qu'on appelle des ubiquitines, que l'on voit ici, là. Et quand elles sont marquées comme ceci, ben les protéines, en fait, elles sont destinées à être dégradées. Elles vont être reconnues par un gros complexe qui s'appelle le protéasome, qui va aboutir à leur dégradation. Et du coup, dans la cellule, il y a des enzymes qui sont capables, donc en étant activées ou en étant inhibées, ben, de mettre les ubiquitines ou de ne pas les mettre. Et donc, ça peut contrôler justement la demi-vie de cette protéine en question. Il y a plein de mécanismes. Il est aussi possible qu'il y ait des protéines qui viennent cacher cette boîte de destruction, ça s'appelle, sur laquelle se fait l'ubiquitination. Et dans ce cas, si c'est caché, ben, la protéine, elle a une demi-vie très importante, puisque du coup, elle ne peut pas subir l'ubiquitination qui est représentée ici. Enfin, ce qui peut être aussi contrôlé, c'est l'adressage des protéines. Là, je vous renvoie au début de l'année, où on avait vu justement un très bon exemple. C'était à l'époque où on parlait de l'immunomarquage et on faisait justement le cas perméabilisé ou pas perméabilisé. Là, ce qu'on montrait à l'époque, c'est qu'en présence d'insuline, les transporteurs au glucose, qui initialement étaient sous la membrane, on le voit ici, justement, on ne les voit pas parce que c'est pas perméabilisé. Quand on perméabilise, les anticorps y rentrent et ils se fixent dessus. Et ben, quand je mets de l'insuline, on se rend compte que les anticorps ils sont capables de reconnaître en surface les fameux récepteurs GLUT qui font rentrer, c'est pas des récepteurs, c'est des perméases qui font rentrer les glucoses. Et du coup, là, on a un changement d'adressage en fait, et ça permet d'activer la protéine en question. Avant, là, la protéine GLUT, elle n'avait pas de rôle. Maintenant, elle a un rôle. Attention, comme dit sur notre schéma d'introduction de ce grand 2, très très important, à court terme, il y a un contrôle qui est rapide. Alors là, on sort un petit peu de l'expression génétique, puisque là, il s'agit d'un contrôle d'activité de protéines qui sont déjà là. Donc la protéine, elle est déjà là, elle est au bon endroit, et elle peut être activée ou inhibée très rapidement, de plusieurs façons, par exemple par phosphorylation, par exemple par ajout d'un effecteur, ici le CA2+. Donc finalement, on peut faire notre bilan. Le bilan est le suivant. Donc nous avons dans la cellule un génome, l'ensemble de l'ADN. Ce génome est sous forme de chromatine qui est plus ou moins compacté selon les modifications épigénétiques qui affectent les histones ou ici par exemple c'est des méthyles de l'ADN ou bien l'ADN. Donc les gènes qui sont présents au niveau du génome sont transcrits, ce qui nous donne des ARN prémessagers. Ceux-ci sont maturés par maturation post-transcriptionnelle et j'obtiens donc un pool d'ARN qui s'appelle le transcriptome. L'ensemble des ARN matures que là je simplifie en traitant uniquement les ARN messagers. Ces ARN ont une stabilité, ils peuvent être dégradés.
Ceux qui ne sont pas dégradés sont traduits. Les protéines sont maturées, les protéines sont adressées au bon endroit, l'ensemble des protéines de la cellule formant le protéome, ici en vert, et ces protéines ensuite, elles peuvent être activées, ici, par ça de plus, par phosphorylation, elles peuvent être dégradées aussi, hein. Et les protéines qui sont actives au bon endroit, et ben ça, c'est ce qui permet d'aboutir au phénotype de la cellule. On peut rajouter les contrôles par-dessus, c'était notre grand 2, les contrôles majeurs au niveau de la transcription et de plus en plus au niveau des ARNI, et ben on les a représentés en gras, y compris le contrôle sur l'activité, et les contrôles mineurs, c'est ceux qui sont représentés par les petites flèches.